Quand on parle du Moyen Âge juif, on raconte souvent une belle histoire bien rangée. On dit qu'il y a eu la pensée juive, certaines formes, manifestations philosophiques. On dit qu'il y a eu la Kabbale. On parle de Maïmonide, d'Aristote, du Zohar. C'est le livre de la Kabbale par excellence, de grandes idées, de grandes visions, de grandes pensées métaphysiques. Et c'est vrai, tellement vrai qu'on pourrait presque s'arrêter là. Mais si on s'arrêtait là, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que si on prenait tous les livres juifs jamais écrits, si on les mettait dans une bibliothèque imaginaire, une immense bibliothèque infinie, il se passerait à ce moment-là quelque chose d'assez dérangeant. On découvrirait que la pensée juive, la philosophie et la mystique juive n'occupent qu'un rayon. Je dirais pas une partie d'un rayon, mais un rayon, un très beau rayon, certes, mais seulement un rayon quand même. Tout le reste, l'écrasante majorité serait constituée de livres de halakha. Halakha, c'est la loi juive, des livres de loi, des livres de cas pratiques, des livres sur ce qu'on fait quand la casserole tombe dans la mauvaise marmite, quand un contrat est mal signé, quand un voisin déplace une clôture de à peine 3 centimètres. Autrement dit, la grande aventure intellectuelle du peuple juif s'est écrite massivement dans la langue du droit. Et au Moyen Âge, il va se passer quelque chose de décisif dans cette histoire-là, une sorte de basculement silencieux, une sorte de révolution sans manifeste, un changement de paradigme qui n'est non pas à Cordoue, non pas à Fès, non pas à Bagdad, mais ici, ou plutôt chez vous, dans le nord de la France, en Champagne, entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Et c'est à partir de ce moment-là que commence vraiment notre histoire, ou plutôt l'histoire de notre océan, c'est-à-dire l'histoire du talmudisme. Alors, revenons en arrière, un petit peu plus tôt que la Champagne, un petit peu plus loin que Rachi. Revenons à la question la plus simple, mais souvent la plus dangereuse. Pourquoi le Talmud a-t-il été écrit? Alors, on a peut-être déjà posé cette question d'une quelconque manière, mais on va essayer d'y apporter une réponse avec quelques éléments reformulés. Et je pense une certaine forme de nouveauté ou du moins d'innovation. Alors la question, elle est presque enfantine. Pourquoi le Talmud a-t-il été écrit? Et pourtant, elle est peut-être quelque peu explosive. Parce que la réponse instinctive que nous avons tous sur le bout de les lèvres ou dans un coin de notre cerveau est tout à fait fausse. Nous pensons que le Talmud a été rédigé pour dire la loi, pour fixer la halakha, pour trancher, pour produire un code pénal, civil ou autre. Et en réalité, rien de tout cela n'était son objectif. Lorsque le Talmud est clos, vers le 6e siècle, 8e siècle, il n'est pas à ce moment-là de l'histoire une question de législation. Il n'est pas un code juridique. Il n'est même pas censé devenir ce code juridique. Le Talmud, et on l'a déjà dit, mais on le reformule aujourd'hui, c'est une entreprise de sauvegarde. Les enseignements, les débats, les disputes entre les sages étaient devenus si nombreux, si vastes, si impossibles à mémoriser, qu'il fallait les préserver, qu'il fallait les mettre à l'écrit, non pas pour légiférer, mais pour préserver. Et entendez peut-être cette nuance fine, mais si fondamentale. Si on devait utiliser un mot moderne, et j'en suis conscient, vous me connaissez maintenant un peu, que c'est toujours dangereux d'utiliser des mots modernes pour parler de choses anciennes. Mais on pourrait quand même dire, et c'est peut-être parce que je suis marié avec une ingénieure informatique spécialisée en base de données que je peux le dire, que je m'essaye à le dire, on pourrait dire que le Talmud est une base de données, une gigantesque base de données du désaccord.
Et cela change tout parce que dans ce monde-là, à ce moment donné de l'histoire, le sage qui rend une décision ne se contente pas d'appliquer un texte. Il reçoit un héritage, une tradition, une matière première, et il doit décider quoi en faire. Il dispose à ce moment donné de l'histoire d'une marge de manœuvre importante et bien réelle. Il peut, lorsque la situation l'exige, prendre une décision indépendante. Autrement dit, la loi n'est pas encore figée dans un livre. Et c'est ici qu'intervient une observation fascinante d'un professeur qui s'appelle Chaim Ben Menachem. Il montre que l'idéal judiciaire du Talmud de Babylone est l'exact opposé du nôtre. Aujourd'hui, nous aimons répéter cette phrase devenue presque un slogan. Nous voulons être gouvernés par des lois et non pas par les hommes. Nous faisons confiance au texte, au contrat, à la règle écrite, parce que le texte est dans un certain idéal objectif. Il est stable, il est impersonnel. Le juge, lui, n'est censé que l'appliquer, parfois l'interpréter, mais jamais l'inventer. Alors que dans la logique du Talmud de Babylone, c'est l'inverse absolu. L'inverse absolu de cet idéal judiciaire, dans le Talmud de Babylone, le texte est abstrait. Le texte ignore la réalité concrète, véritablement. Il ignore la réalité de la question du sujet. Le texte ne voit pas la situation particulière, le cas d'espèce, la nuance humaine. Seul l'être humain voit la réalité. Seul l'être humain peut dire le droit. Et soudain, on comprend mieux ce qu'est le Talmud. Non pas un code de loi, mais une conversation en attente de décision. Et je referme en quelque sorte la parenthèse, parce que ce que nous devons absolument parler, c'est de ce basculement. Maintenant, quelque chose va changer. Et ce changement va être plus ou moins rapide. Au 8e siècle, le Talmud se clôt et ce changement est inévitable. Car une base de données de discussion est aussi, dans le sens de l'existence, une potentielle mine d'or pour fabriquer des règles, pour fabriquer la loi. Il suffit d'ajouter des principes de décision, ce qu'on va appeler dans la culture juive les klalé apsika, c'est-à-dire littéralement les principes de décision. Et certains existent déjà dans le Talmud, d'autres, et pour la plupart, vont apparaître après coup. Un exemple très concret, ça sera le seul exemple presque que je vais donner de la séance, c'est lorsque un rabbin qui s'appelle Rav discute avec un autre rabbin qui s'appelle Samuel, et lorsque ces deux ne sont pas d'accord dans, dans des questions d'argent particulièrement, ce que l'on appelle en hébreu dîner mamonot, mais ce n'est fondamentalement pas intéressant. Alors le principe de décision, c'est que la halakha suit le rabbin qui s'appelle Samuel. C'est aussi simple que complexe. La question du pourquoi ou du comment n'est pas répondue, mais on commence déjà dans les générations d'après le Talmud à trancher, à fixer, à peut-être faire ce que l'on appelle de la stabilisation. Et puis très rapidement arrivent les guéonymes entre le 7e siècle et le 10e siècle jusqu'au début du 11e siècle. Ils accomplissent une transformation silencieuse mais décisive. Ils font du Talmud ce qu'il n'était pas destiné à être, c'est-à-dire un texte de loi. Mieux encore, le texte de la loi, la référence quasi exclusive pour fixer la halakha, et le Talmud, en quelque sorte, à ce moment donné, par les guéonymes. Les guéonymes sont les premiers grands commentateurs, mais qui ne sont pas des commentateurs, sont les premiers grands décisionnaires. Un gaon, excusez-moi du bruit, un gaon, littéralement, veut dire un génie. Un génie. Et donc, le Talmud vient changer de nature, et ce basculement va préparer le terrain de tout ce qui va être joué, ou tout ce qui va se jouer en Europe. Alors, il faut bien comprendre ce moment charnière.
Et je vais m'appuyer ici sur une analyse fine du professeur Abraham Grossman, parce que le talmunisme européen ne surgit pas dans le vide. Il surgit dans un terrain déjà préparé et très particulier. Au temps des Géonimes en Babylonie, l'érudition talmudique, elle n'est pas démocratisée. Il existe des experts, il existe des experts très compétents, très impressionnants, mais peu nombreux. Et peut-être trop peu nombreux. Il y a des grandes yeshivot, on en a déjà parlé, on a déjà nommé ces grandes yeshivot, ces grandes académies talmudiques, Soura, Pumbedita, Neherdea, des centres prestigieux, des noms de villes de Babylone euh, médiévale, si vous voulez, mais qui représente qu'une toute petite élite. Le Talmud, à ce moment donné de l'histoire, c'est le domaine de spécialistes. Des géonymes, euh, le domaine de spécialistes appelés dans un premier temps les géonymes, appelés dans un second temps les cercles de géonymes, dans un troisième temps les élèves des géonymes, et puis les élèves des élèves. L'immense majorité de la population juive, des communautés juives de l'époque, ne passe pas ses journées dans le Talmud, la tête dans le Talmud. Elle travaille, elle commerce, elle cultive, elle construit, elle voyage, elle élève des familles, des enfants. Elle connaît certaines lois pratiques, comme aujourd'hui un architecte connaîtrait les normes de construction sans connaître l'intégralité du code civil. Et quand un problème devient complexe, on consulte l'expert. On a ce réflexe, on a ce mécanisme, on a ce besoin, simplement parce qu'on ne connaît pas. C'est un modèle, une pédagogie aussi, mais surtout un modèle élitiste du savoir talmudique. Et maintenant, on va changer de décor. On va, je ne sais pas si vous entendez du bruit environnement. Non, tout va bien, très bien, parce que moi j'ai un peu de bruit, mais si vous l'entendez pas, c'est très bien. Donc, quittons la Babylonie et allons en Europe du Nord, au XIe siècle, dans la région de la France, l'Allemagne, et c'est exactement là que tout bascule. C'est ici que le talmudisme prend son essor, qu'est créée cette matière. Et je voudrais peut-être distinguer, si on veut être mathématique, comme je n'aime pas l'être, mais si on veut quand bien même être mathématique, distinguer trois transformations majeures. Le premier bouleversement, c'est la démocratisation. Pour la première fois, l'étude du Talmud ne doit plus rester confinée aux experts. Elle doit toucher des couches beaucoup plus larges de la population. Et ce n'est pas un hasard si le premier grand commentateur et commentaire talmudique qui facilite au final l'accès au texte apparaît précisément ici. Et bien entendu, on parle de Rachi, ou parce que avant lui, aucun stage babylonien, aussi grand qu'il soit, n'a jamais ressenti le besoin d'écrire un commentaire comme celui de Rachi. Pourquoi? Une des réponses les plus évidentes, mais aussi les plus complexes, c'est parce qu'en Babylonie, le Talmud est enseigné oralement dans des institutions spécialisées. Les étudiants baignent dedans, et en Europe, la situation a déjà changé. Sociologiquement, elle est différente. Le texte est dense, il est touffu, le texte du Talmud, il est compact, et il suppose un grand nombre de connaissances implicites. Il est difficile d'accès, il y a donc une demande, une attente, un besoin d'un outil pédagogique que Rachi va produire, non pas pour impressionner, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais simplement pour rendre accessible ce savoir. Et ça change tout. On pourrait presque dire avec une pointe d'humour que lorsqu'un étudiant médiéval ouvre une page de Talmud, il y lit 3 lignes et très vite il a un besoin, une envie de refermer le livre. En soupirant, c'est moi où le texte a l'air d'être codé.
Et Rachi va arriver, parler à cet étudiant talmudique. Non, c'est pas un code. C'est juste très concentré, très dense. Prends le temps de respirer et on va décoder ensemble. Le talmudisme, et qu'on pourrait presque définir comme le talmudisme européen, commence exactement là, dans cette volonté d'ouvrir la porte. Donc, premier point, une certaine volonté, un besoin de démocratisation. Le deuxième bouleversement, c'est c'est un glissement. L'étude va devenir un acte religieux. L'étude va devenir un acte religieux. En Babylonie, on étudie le Talmud pour savoir comment trancher. En Europe, on commence à l'étudier, et c'est peut-être presque une blague juive, on commence à l'étudier pour l'étudier. Pas seulement pour fixer la halakha, et presque jamais pour fixer la halakha, mais parce que l'étude elle-même devient une mitzvah qui la précède, mais que les rabbins ont eu besoin de diriger comme tel. Un acte religieux autonome, on n'étudie plus uniquement pour répondre à une question juridique, on étudie pour servir Dieu. Et l'étude devient une certaine forme de culte, même si j'aime pas ce mot, mais c'est une mutation d'un autre mot que je n'aime pas, spirituellement profonde. Imaginez-vous quelqu'un qui entre dans une yeshiva et qui demande, peut-être comme avec une volonté académique ou scolaire, quel problème pratique aujourd'hui allons-nous résoudre? Et la réponse que le maître lui fait, bah, aucun. Aujourd'hui, on étudie. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah, c'est le commandement. L'étude cesse d'être seulement instrumentale, elle devient existentielle. Ça, c'est donc le deuxième bouleversement. Le troisième bouleversement, c'est l'harmonie. L'harmonie. C'est peut-être le plus subtil. Le Talmud est immense, des milliers de pages, et il n'est pas difficile d'y trouver des contradictions internes. Un texte d'une page, d'un traité, semble contredire le texte d'un autre traité ou même parfois du même traité ou même parfois de la même page. Une position ici semble diverger là-bas. Avant le Moyen Âge, on peut accepter ces tensions comme faisant partie interne de la tradition vivante. Mais à partir de cette Europe médiévale, une idée nouvelle s'impose, le Talmud est cohérent. Et après avoir érigé cette idée comme norme, eh ben, le texte est donc perçu comme l'œuvre d'un seul esprit, d'une conscience unique, d'une architecture harmonique. Et donc le travail du talmudiste devient alors extraordinaire. Il est fait de réconciliation, d'harmonisation, d'unification. Si deux passages se contredisent, ce n'est pas qu'il y a une faille, c'est l'opportunité d'un défi. Un élève qui dit à son maître, Rabbi, ici, il y a une contradiction, et le maître répond, c'est excellent, nous avons donc du travail pour les 50 prochaines années à venir. Le talmudisme européen transforme la contradiction en moteur créatif. Donc, récapitulons, trois mutations. Le Talmud qui devient accessible à de larges couches de la population, le Talmud qui devient une mitzvah en soi, et le Talmud qui est conçu comme un texte harmonique, cohérent et surtout unifié. Et ces trois éléments constituent le cœur du talmudisme médiéval que je me tue à répéter, européen. Et on essaiera de comprendre pourquoi l'Europe. Alors que c'est un anachronisme marquant, et j'en suis conscient. Rassurez-vous. Donc, on peut poser maintenant cette question vertigineuse. Que se passe-t-il lorsqu'une civilisation fait de l'étude intensive, collective, démocratisée, d'un texte perçu comme parfaitement cohérent, le centre de sa vie religieuse? Que se passe-t-il lorsqu'une société entière apprend à penser en des termes de cohérence interne, de
thématicité, d'unité derrière la multiplicité apparente. Et en fait, la réponse, c'est simplement, on quitte la Babylonie et on est en Europe. Et l'Europe, quelques siècles plus tard, va développer cette obsession, mais dans un autre registre. Et c'est là que cette histoire, qui était peut-être babylonienne, devient dans un premier temps européen, et c'est l'objet de notre séance. Donc on va rester dans ce premier temps, on va essayer de rester dans ce premier temps européen. À partir de ce moment-là, quelque chose de très particulier se met en place. On ne lit plus le Talmud pour simplement savoir quoi faire. On se frotte à un texte difficile, dense, parfois opaque, parfois franchement déroutant. Et le but n'est plus seulement de trancher, mais de découvrir l'unité cachée. Le Talmud devient une arène, une sorte de ring intellectuel, et c'est là que la créativité juive s'exprime dans un premier temps. C'est là que la subtilité se déploie, c'est là que l'originalité s'autorise. On ne cherche plus seulement des réponses, on cherche dans un premier temps la cohérence. Et cette vision du Talmud, du texte central, du texte religieux, du texte harmonique, c'est celle que nous avons donc héritée des écoles talmudiques françaises, de Rachi, mais surtout des tosafistes. C'est une manière de définir l'apport du tosafisme au Talmud. Alors, dans un premier temps, situons-les. On les a peut-être déjà situés par le passé, mais c'est peut-être important de se rafraîchir la mémoire. Rachi, tout d'abord, on l'a répété en long, en large, en travers, je pourrais presque vous donner le micro, mais pour pas que ça soit trop cacophonique, on va rester comme ça. Donc, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il naît en 1040, meurt en 1105, à Troyes, en Champagne. Il n'est pas un tosafiste au sens strict. Sa méthode, elle est différente, et c'est important de le dire. Il cherche avant tout la clarté du texte, la compréhension immédiate, le fil conducteur. Mais son œuvre, elle est gigantesque. Un commentaire sur l'ensemble du Tanakh, de la Bible, un commentaire couvrant presque la quasi-totalité du Talmud de Babylone. Aucun autre auteur médiéval n'a produit une œuvre d'une telle ampleur, et surtout, Rachi rend le Talmud lisible. Il ouvre au final ce passage et ça respire avec Rachi. Et cependant, Rachi ne crée pas le talmudisme des tosafistes, mais il ouvre cette porte. Il ouvre cette porte qui ne se refermera plus. Puis viennent les tosafistes. Alors les premiers sont les élèves immédiats de Rachi, ses gendres, ses petits-fils, puisque Rachi n'a pas eu de fils, les élèves de ses élèves, puis leurs descendants. Pendant près de 2 siècles, le véritable fondateur de l'école des tosafistes est l'un des petits-fils de Rachi, Rabbi Yaakov ben Meir, qui est lui né en 1100 à Anrut, dans l'actuel département de l'Aube, mort en 1171 à Troyes, ou dans la région. On ne sait pas, il y a quelques flous, et il est connu plutôt sous le nom de Rabbeinu Tam. On en a déjà parlé. Son frère aîné est lui aussi une figure majeure des tosafistes, Rabbi Shmuel Samuel, fils de Meir, le Rashbam, lui né en 1180, mort en 1170, dans les années 1170, et à la génération suivante, on a le chef de file des tosafistes au final, qui est le neveu de Rabbeinu Tam, Rabbi Isaac de Dampierre, appelé le Ri Azaken, le Ri l'Ancien, puisque un des petits-enfants portera le même nom, donc l'Ancien pour le distinguer du petit-fils. Puis la génération suivante, Rabbi Shimshon Samson de Sens, mort en 1235, on avance encore dans le temps, on rencontre Yeriel de Paris, né à la fin du XIIe siècle, mort à Haïfa en 1286. Il va diriger une école des tosafistes à Paris. On parle de 300 étudiants, un chiffre important. Une époque où l'université moderne n'existe pas encore, et c'est Rabbi Yeriel de Paris qui participe à la fameuse disputation de Paris. Il remporte
la controverse théologique, mais malgré la victoire intellectuelle, théologique, le roi ordonne que tous les manuscrits du Talmud, 24 charrettes, soient brûlées, place de Grève à Paris. Donc c'est rempli de traités talmudiques. On est bien entendu, on l'a déjà dit, avant la naissance de l'imprimerie, chaque traité est copié à la main, lettre par lettre, et en quelque sorte, on ne brûle pas seulement le livre, on brûle des années de travail, on brûle du temps, on brûle de la mémoire, et pourtant, c'est important. C'est pour ça que c'était important de le redire, le talmudisme continue. Plus tard, Rabbi Meir de Rothenburg, entre 1250 et 1327, figure majeure, tosafiste, décisionnaire célèbre. Il va terminer, lui, sa vie en Espagne, à Tolède, et on pourrait encore citer d'autres noms, mais collectivement, et c'est peut-être important de le dire, on peut citer des noms par-ci, par-ça, mais au final, le, les tosafistes, le talmudisme, c'est une œuvre collective. Et collectivement, on parle de ces maîtres entre le XIIe et le XIVe siècle qui vont produire cet immense ensemble de commentaires critiques sur le Talmud et sur Rachi lui-même. Ce corpus, il est appelé les tosafistes, ou plutôt le tosfot ou les tosafot, c'est-à-dire les ajouts, mais en réalité, ce ne sont pas de simples ajouts. C'est un prolongement du Talmud. C'est une deuxième couche de créativité. Aujourd'hui encore, quand on ouvre une page du Talmud, la mise en page raconte cette histoire. Au centre, la discussion talmudique, à l'intérieur, dans la reliure, le commentaire de Rashi, à l'extérieur, les Tosafot. C'est architectural. Le texte au centre, la clarté à l'intérieur, la tension critique à l'extérieur. Et l'étudiant un peu avancé sait qu'on ne peut pas comprendre une page sérieusement sans lire les deux. Et c'est presque une blague très vraie. Un élève qui dirait Rabbi, j'ai compris le Talmud avec Rashi, et le maître répond très bien, maintenant commence à comprendre pourquoi les Tosafot ne sont pas d'accord. Et voilà exactement le point culminant du talmudisme médiéval. C'est un texte difficile, c'est un texte étudié massivement, étudié comme un acte religieux, étudié comme un système harmonique. Mais il est aussi commenté, discuté, critiqué, réconcilié, génération après génération. Ce n'est plus seulement un livre, c'est un espace, c'est un certain laboratoire intellectuel, c'est une civilisation du commentaire. Et c'est cette matrice européenne qui va se façonner d'une manière que nous devons maintenant analyser l'histoire intellectuelle du continent. Mais ce que l'étudiant, même avancé, ne réalise pas toujours, c'est ceci. Les Tosafot, imprimés aujourd'hui dans nos éditions, ne sont pas le texte original. Elles sont l'aboutissement d'un processus d'écriture, ou plutôt de réécriture sur plusieurs générations. Ce que nous lisons est la version finale d'un immense travail de maturation. Les Tosafot imprimés reposent sur une collection plus ancienne, appelée dans un premier temps les Tosafot de Touk, une petite ville médiévale à côté de Deauville, pour ceux qui connaissent. Ces Tosafot de Touk, ou plutôt de Tour en hébreu, reposent elles-mêmes sur des recueils encore plus anciens, les Tosafot d'Évreux, les Tosafot de Sens, pour la plupart des traités. Et si l'on continue à remonter, on arrive au final au premier maître, à Rabbeinu Tam. Et il faut fondamentalement imaginer au final cette chaîne humaine sur 2 siècles, le maître qui enseigne, les élèves qui notent, qui retravaillent, qui affinent, qui réécrivent, et puis leurs élèves qui recommencent au final ce travail. Et après des générations de transmission, ce matériau au final intellectuel, il va atteindre sa forme stabilisée, celle qui sera imprimée autour du Talmud, et voilà donc l'œuvre collective des Tosapistes. Donc l'œuvre collective des Tosafistes, c'est cela le talmudisme, né avec Rashi,
parachevée par les Tosafot. Il faut fondamentalement, pour conclure, parler de deux choses. On essaiera d'y arriver. La première, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences de ce talmudisme? Elles sont peut-être à la fois simples ou énormes. La première est évidente. C'est le Talmud qui devient donc le sujet, l'objet d'un investissement intellectuel extrême, exclusif, et osons le mot qu'on a peut-être déjà prononcé, obsessionnel. Toute cette immense bibliothèque halachique de halakha dont nous parlions au début va naître de ce talmudisme. Le judaïsme investit dans le raisonnement talmudique une part gigantesque de ses ressources intellectuelles, bien davantage que dans la philosophie de la Kabbale. Et au fil des siècles, toute une boîte à outils herméneutique se développe, car on n'a pas étudié le Talmud de la même manière à toutes les époques. Chaque période invente ses méthodes, ses techniques, ses manières d'extraire la substantifique moelle du texte. Mais toute la révolution a d'autres effets secondaires. Il y a une victime collatérale. Ça va peut-être moins vous parler, mais elle est importante et il faut l'énoncer. La victime principale collatérale, c'est le Tanakh, c'est la Bible. Car lorsque toute l'énergie intellectuelle se concentre sur le Talmud, le temps devient donc une ressource limitée et le Talmud lui-même semble protester puisque le Talmud dans le traité Kiddushin à la page 30a nous dit que l'étude doit être divisée en 3 tiers. Un tiers pour la Torah écrite, donc le Tanakh, un tiers pour la Mishnah et un tiers pour le Talmud. Une sorte d'équilibre idéal et parfait. Puis arrivent les Tosafistes, et Rabbeinu Tam particulièrement, qui dit en substance, oui, mais non. De nos jours, Rabbeinu Tam nous explique que l'étude du Talmud contient déjà la Bible et la Mishnah. Vous vous rappelez peut-être de cette équation, Gemara égale Mishnah plus Talmud. Ou Talmud égale, on va la faire dans l'autre sens, Talmud égale Gemara plus Mishnah. Mishnah plus Talmud. Donc, ce que Rabbeinu Tam nous dit, étudier le Talmud suffit à lui-même. On n'a plus besoin d'étudier le Tanakh séparément, on n'a plus besoin d'étudier la Mishnah séparément. C'est comme étudier le Talmud, c'est étudier un petit peu le pack premium de la chose, Mishnah, Tanakh, Gemara, la totalité. Et il faut faire attention parce que ce phénomène, il n'est pas universel. Dans le monde séfarade, puisqu'on était en France, en Allemagne, en France du Nord, dans le monde séfarade, c'est-à-dire littéralement l'Espagne, le Sud, la situation reste différente pendant plusieurs générations. On reste plus proche d'un modèle babylonien. Le Talmud y est étudié comme un texte légal réservé à une élite. On ne le voit pas encore comme le texte religieux central, ni comme un système harmonique à réconcilier à tout prix. On y trouve aussi des grands sages, le Rif, Rabbi Isaac Al-Fassi en 1013, 1103, le Rimigash, Rabbi Yosef Ibn Migash en 1077, 1141. Il y a bien sûr Maïmonide, le Rambam, le Nachmanide et tant d'autres. Et au final, l'image de l'étude talmudique de l'Espagne, elle décrit un monde où l'étude du Talmud est peut-être négligée. C'est même l'une des raisons qui pousse Maïmonide à écrire son code, rendre la loi accessible sans passer par l'étude talmudique approfondie. C'est la raison pour laquelle le commentaire de Maïmonide n'est pas, lui, rattaché au Talmud. Il est autonome, indépendant. Les auteurs de l'Espagne, Sfarad, ne cherchent pas à harmoniser toutes les contradictions du Talmud, ils cherchent la loi. Point final. Et alors, ce changement, il va arriver dans le monde séfarade un peu plus tard, au XIIIe siècle, avec Nachmanide,
qui lui va adopter cette nouvelle vision talmudique née en Europe du Nord. Et à partir de là, le talmudisme devient un phénomène plus ou moins trans-européen. Et à partir de là, on pourrait presque imaginer la suite de l'histoire. Parce que tout cela ne se déroule pas dans un monde paisible. Nous sommes pas dans une bulle académique, nous sommes en Europe médiévale. Et l'Europe médiévale, c'est pas exactement connu pour son calme interreligieux. Si on rappelle un peu le décor, on l'a mentionné, c'était des disputations publiques, des accusations, des pressions politiques, des censures et parfois pire. Et c'est là qu'apparaît cette scène presque incroyable. Rabbi Yechiel de Paris, qui dirige sa yeshiva, on l'a dit, avec 300 élèves. Oui, soyons honnêtes, dans la littérature rabbinique, quand on a un chiffre aussi important que 300, c'est parfois ce que l'on appelle dans la culture rabbinique lachon guzma, c'est-à-dire une façon d'exprimer une grande quantité sans pour autant être très mathématique, sans pour autant être très vérité mathématique. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas fondamentalement les maths. Mais ce qui compte, au final, ce n'est pas la précision statistique. Ce qui compte, c'est l'ampleur des maîtres, des élèves, des familles entières. Et, 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 et quand un maître part, il ne part pas seul. Il part avec sa yeshiva. Alors, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un maître qui part. Et sa yeshiva, c'est donc une yeshiva médiévale, une petite société, un microcosme. Et en fait, ce phénomène de départ va se reproduire plusieurs fois. D'abord avec Kirchiel de Paris, puis avec Samson de Sens, euh, euh, environ à 50 ans, 60 ans d'écart. Et en fait, en 1250, 1260, Kirchiel de Paris quitte Paris pour la terre d'Israël. C'est l'ancêtre du phénomène qu'on appellerait aujourd'hui la Aliyah, c'est-à-dire le départ, quitter Paris pour la terre d'Israël avec ses élèves, et puis on va avoir d'autres départs majeurs, Nachmanides, lui aussi, qui est confronté à une grande disputation, cette fois à Barcelone, face à Pablo Cristiani, même type d'attaque, même type de réponse, et lui aussi va comprendre au final que le vent tourne. En 1267, il quitte l'Espagne, il atteint la terre d'Israël, il fonde une yeshiva et il mourra peu après en 1270. Mais il aura réussi à transmettre le flambeau et c'est l'essentiel au final. On retrouve ainsi plusieurs aliotes collectives de maîtres et d'élèves, des migrations intellectuelles, des déplacements de centres d'études, une tradition, et ça sera ma conclusion au final, une tradition qui se déplace pour survivre. Et puis arrive au final la fin de l'ère des Tosapistes en France, les expulsions, les brûlements de manuscrits, et tout semblait réuni pour que le Talmud disparaisse de l'Europe occidentale. C'est l'objectif de Nicolas Donin, l'opposant de Yerkiel de Paris, détruire les manuscrits, éradiquer l'étude, et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'histoire juive a une étrange habitude, elle refuse de finir quand on la déclare terminée. Même au sein de l'Église, certains commencent à prendre la défense des Juifs. L'archevêque de Sens, par exemple, il intervient contre les sanctions. Il meurt peu après dans de grandes souffrances. Ses adversaires y voient un châtiment divin. Certains historiens soupçonnent plutôt un empoisonnement. Bienvenue dans le Moyen Âge. Et aujourd'hui, si on posait cette question, mais reste-t-il des traces de cette époque en France? Alors oui, il en existe certaines traces discrètes. À En-Ruth, on a probablement retrouvé il y a quelques décennies, et j'étais pas plus tard que la semaine dernière assis avec un des acteurs de cette trouvaille. On a érigé un monument commémoratif. Dans les cadastres, dans les archives municipales ou départementales, on trouve parfois des noms de lieux, champs des Juifs, des indices minuscules, des jeux de déduction historique et certaines villes, Dampierre, Enrupt, Corbeil,
rendent aujourd'hui hommage, Huître et tant d'autres, rendent aujourd'hui hommage à ces maîtres par des fresques, par des monuments. Et c'est touchant. Mais soyons honnêtes. Et c'est important de le dire aujourd'hui. Je ne serai pas très long et je donnerai pas beaucoup de détails, mais soyons honnêtes. Le véritable hommage n'est pas là, dans la fresque, dans le monument. Le véritable hommage, et je pense que vous l'avez compris depuis le temps, bon, on est à la 12e séance, soit la moitié du programme. Donc, soyons honnêtes. Le véritable hommage, c'est d'ouvrir une page du Talmud, c'est de lire Rashi, de lire les Tosafot, parce que leur vraie trace n'est pas dans la pierre, elle est dans la marge des livres. Et à ce stade de l'histoire, on peut mesurer l'ampleur du phénomène. Une école née en Champagne, persécutée, dispersée, migrante, et pourtant, ô combien victorieuse, car elle a réussi quelque chose d'extraordinaire. Transformer un livre en civilisation intellectuelle, et c'est cette civilisation que nous avons replacée dans l'histoire de l'Europe, et c'est donc ma conclusion, ou plutôt mon dernier mot. Merci à vous. S'il y a des questions, ça sera toujours un grand plaisir. Une question. Bernard, des questions dans la salle? Non, non, pas de questions à Non. trois. Parfait alors. Et sur le chat, non plus. Non plus. Bah, c'est-à-dire que soit j'ai été trop clair, soit été trop compliqué. Je préfère la première, la première. Bah, très bien, alors bon après-midi à vous tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir.